Si on demande aux gens d'où vient l'eau de leur robinet, il y a 90% de chances qu'ils se trompent dans la réponse à la question. Là, sur cette source, on est environ, si je ne dis pas de bêtises, entre 9 et 10 000 citoyens alimentés en eau potable. Ici, il y en a des eaux qui ont 40 ans, des temps de transfert de 40 ans. Il y a des pollutions, oui, dans l'eau brute, c'est-à-dire dans l'eau qui sort du sol, mais pas dans l'eau du robinet. On a un territoire qui est à 80% couvert par de la surface agricole. Donc les pollutions, elles viennent principalement, effectivement, de l'assolement du territoire. Après, les agriculteurs, de façon très factuelle, vont bien nous dire, effectivement, moi aujourd'hui, un blé conduit en 2025 reçoit beaucoup moins d'intrants que ce même blé qui était cultivé il y a 30 ou 40 ans par mon père. Il y a un décalage entre ce qu'on fait aujourd'hui et le résultat qu'on peut avoir, nous, dans la ressource. On ne fait que réparer, oui, des politiques publiques, finalement, qui ont demandé à avoir des pratiques intensives. Des fois, j'ai l'impression que toute la question de la gestion de l'eau, elle est faite pour que les citoyens se sentent dépossédés. Normalement, on ne devrait pas avoir à nettoyer l'eau, en fait. Les eaux brutes aujourd'hui de ce territoire, au niveau nitrate, sont chargées au-delà des 50 mg et donc la collectivité a l'obligation de faire tomber le taux de nitrate et pour ça elle va utiliser deux procédés. Un procédé plutôt simple au départ qui va être un mélange des eaux, c'est-à-dire qu'il y a la source, mais près de la source il y a un forage qui va aller prendre de l'eau en profondeur et une eau qui est moins chargée en nitrate, ce qui va permettre de diluer les eaux de la source. Et en plus, il y a un autre procédé qui est un système de dénitrification. Jusqu'à assez récemment, la logique prioritaire était le curatif. Elle l'est encore parce qu'il y a des ressources en eau qui sont dégradées, mais aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est de se dire il faut miser sur le préventif, parce que la somme de tous ces polluants coûte pour le coup très cher aux collectivités. Ce qui fonctionne, c'est de penser tout l'aménagement du territoire, pour que tout le monde agisse au moins un peu. Le fait d'installer une agriculture biologique dans les surfaces de zones de captage, ça résout quand même pas mal de problèmes. C'est-à-dire que plutôt que dépenser des millions et des millions à traiter, à balancer des produits chimiques, des filtres, tout le bazar, sur des eaux qui sont polluées, on installe de l'agriculture biologique dans ces zones-là, ça coûte beaucoup moins cher. Ça fait 19 ans qu'on est installé ici. Voilà, au total, maintenant, on a 70 hectares avec terre de liens à peu près, voilà, dont une dizaine d'hectares autour de la ferme. Ici, on est dans un système karstique où il y a des grosses fissures dans le calcaire. Il peut y avoir des infiltrations de produits chimiques très profondément dans des nappes très anciennes. Alors moi, j'ai fait un BTS agricole en gestion de l'eau en agriculture. On m'apprenait donc à drainer des terrains pour qu'il n'y ait plus d'eau, à dimensionner des pompes selon les systèmes d'irrigation. J'ai pris conscience que l'agriculture pouvait avoir un rôle sur la préservation de l'eau. Terre de Liens a commencé à acheter des parcelles en 2007-2008. Au fil des années, il y a eu 4 plans successifs qui ont permis d'agrandir l'exploitation. Et donc là, on a une vraie synergie entre Terre de Liens, les agences de l'eau. C'est du concret. On réalise ce pourquoi on travaille et ce pourquoi on s'investit en tant que bénévole. Et voilà, 5 hectares, c'est ce qui correspond à peu près à nos besoins annuels en blé, quoi. Et ça va nous faire 8 à 10 tonnes de pain, quoi. Donc là, on a la farine de petit épeautre qui est une farine très jaune, en fait, qui ressemble presque au maïs. Et qui est très grasse aussi. Donc c'est un goût de gâteau quand on fait le pain. Mais aussi, c'est une culture qui s'adapte très bien sur des sols, notamment en Charente, des sols un peu caillouteux, superficiels, qui résistent bien à la sécheresse. Donc c'est vrai que le petit épeautre, c'est vraiment une céréale d'avenir. On est sur de la meule de pierre, donc on a une farine qui est un peu plus grossière aussi, une teneur en gluten qui est moindre. Donc c'est pas adapté au travail de l'artisan boulanger qui veut un pain
toujours régulier, identique. Oui, oui, transformer, bien sûr, c'est s'affranchir de tous les intermédiaires qui nous mangent notre pain. On est en milieu rural, donc on est sur une clientèle âgée. Ils n'ont pas non plus un pouvoir d'achat énorme en milieu rural. Le marché a eu une petite chute les dernières années, mais là, ça reprend du poil de la bête. On arrive à vivre de notre travail. Et puis, on a toujours envie de créer de nouveaux projets, donc on ne s'arrête pas, c'est un peu infini. Faire des céréales sans ramener de fertilisation organique, c'est pas viable à long terme. C'est-à-dire qu'on va avoir, notamment dans le blé, on va avoir moins de protéines dans le blé et du coup, ça va se répercuter sur la qualité du pain. Donc pas de secret, soit on achète du fumier, soit on amène les animaux directement ici. Et en amenant les animaux, on peut envisager de créer aussi une autre activité, de ramener d'autres personnes encore. Quand on n'est pas issu du milieu agricole, quand on veut s'installer, mais c'est un parcours du combattant incroyable. C'est un peu désespérant pour les jeunes qui pourtant au départ ont envie de s'investir dans ce métier. On est des néo-ruraux, donc c'est vrai qu'on n'est pas parti de l'école agricole qui nous a proposé un modèle emprunt et asservissement à une coopérative au niveau des cultures. À l'installation, on était un peu dans le viseur comme des marginaux, des gens, des utopistes. Et puis petit à petit, on voit que y a une reconnaissance. Les gens se rendent compte que on avance, on vit, on grandit et que le modèle bio peut être aussi source de réussite. Les arbres qui fleurissent pour donner des fruits, moi ça me parle plus qu'un épi de blé qui meurt l'année d'après, quoi. Et puis il va protéger nos terres. Autant il y a trop d'eau, il va retenir avec ses racines l'eau dans les champs pour ensuite avoir des étés très secs et restituer un peu cette humidité. Des fois, j'ai l'impression que notre discours peut sembler assez déconnecté. Et c'est les fermes qui nous ramènent au fait de dire on parle de cette parcelle, on parle de cette haie, on parle de cette mare. Et je pense qu'on se nourrit mutuellement de nos pratiques et des connaissances que chacun a. Les milieux fonciers est très complexe, les milieux de l'eau c'est très complexe et je pense que c'est le fait de se mettre ensemble qui permet de créer de nouvelles synergies, de nouvelles voies. Donc aujourd'hui, la SAFER, elle intervient sur la totalité du foncier rural. Et surtout, elle régule, elle observe et elle régule. 1 hectare sur 5 dans le département est acquis par la SAFER pour permettre une égalité des chances à l'accès au foncier. Et on le voit sur ces territoires-là, avec les enjeux de la protection de la ressource en eau, on peut trouver des accords entre agriculture productiviste et besoin de protection de la ressource en eau. Nous, c'est pas toujours facile d'attribuer du foncier à des opérateurs comme Terre de Liens, à des SIAEP, parce que le monde agricole ne comprend pas toujours. La pression, on l'observe plus de la part d'investisseurs extérieurs, qui, notamment en ce moment avec tous les investisseurs, toutes les entreprises d'énergie renouvelable. Il peut y avoir des clivages dans le monde agricole, mais nous, ce dont on s'aperçoit dans notre comité technique, où là vraiment on parle de manière très pragmatique, c'est qu'à partir du moment où on est sur des choix qui portent sur du foncier, il y a vraiment cette volonté de ne pas faire n'importe quoi. Et donc c'est pour ça que cette structure, on appelle ça toujours un lieu de démocratie foncière, il est important parce que ça permet aux gens de se parler. Pour un porteur de projet, c'est compliqué de trouver des terres. C'est pour ça que moi j'ai envie de faire bénéficier de ces 20 ans de recherche de terres et à d'autres personnes qui voudraient s'installer sur d'autres projets. Moi je vois comment c'était compliqué d'arriver à avoir une ferme digne de ce nom, entre guillemets, pour des céréales, avoir suffisamment de terre pour pouvoir se permettre d'avoir notre propre tracteur, d'amortir notre matériel.
Oui, alors nous on a eu la chance quand même de reprendre des terres à monsieur et madame Puy-Grenier qui ont donc fervents militants. On a démarré tout à fait en conventionnel et en intensif. Ça fait partie de la génération du progrès. La prise de conscience des dangers des pesticides s'est faite très progressivement. La législation était censée nous protéger. Du moment que c'est autorisé, ça doit être bon. Les discussions entre agriculteurs, c'était combien tu as fait dans tel champ, combien tu as fait avec telle variété, etc. C'était le plus qui était valorisé. On dépense pour produire plus, on met des saloperies, après on traite, etc. Il y a tout un faisceau d'économie qui se crée autour de ça pour que le système continue. Je trouve que ça a contribué à rendre tranquille les agriculteurs. Ce qui nous a réconfortés avec Madeleine, c'est d'entreprendre autre chose qui est valorisant, qui fait, on cherche à produire de la nourriture de qualité pour nous et pour les autres. Moi, quand j'ai pris la retraite, j'étais prêt à la prendre, mais je n'étais pas pressé. Vous êtes heureux? Oui, je suis pas malheureux en tout cas. Bon, je suis un peu quand même stressé de voir que les choses ne changent pas dans le bon sens assez vite. C'est un enjeu auquel tout le monde est confronté. Les agriculteurs boivent aussi de l'eau potable. Toute la population, quel que soit son métier, quel que soit son rôle, a besoin d'eau potable à un moment donné. À un moment, quand on voit qu'on ne peut pas trop avancer dans un contexte trop mouvant politiquement, effectivement, on a envie juste de se reconcentrer sur l'action terrain et de se dire on fait brique par brique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petites mesures. Sur des petites aires d'alimentation de captage, on peut, en toute humilité, penser que c'est bien l'action du programme ressources via le travail des élus et de l'équipe d'animation et aussi l'implication des agriculteurs sur le territoire qui a permis d'arriver directement à la réussite. Clairement, il n'y a pas eu une volonté de polluer l'eau. Maintenant, à nous, chacun, de faire en sorte que ça ne continue pas à être un dommage collatéral et qu'au contraire, on puisse préserver la ressource. Dans un mode de culture vertueux, oui, on peut potentiellement dire qu'on cultive des plantes, mais on cultive en même temps de l'eau. On cultive de l'eau, mais potable.